Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Bonjour Jonathan Arfi, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. On le voit depuis les exactions du Hamas qui ont eu lieu le 7 octobre dernier. Les actes et les signalements à Pharos n'ont fait qu'exploser. 2500 signalements à Pharos pour antisémitisme et apologie du terrorisme. 196 enquêtes ouvertes, nous disait le ministre de la Justice ce matin, depuis le début du conflit. 102 personnes qui ont été interpellées pour des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme depuis les attaques du Hamas. Est-ce que là, il y a un déferlement d'actes antisémites suite à ce qui s'est passé ? Il y a une recrudescence immense des actes antisémites. Je vais vous donner un chiffre extrêmement parlant. On a eu, dans les 6 jours qui ont suivi les attaques du Hamas, nous avons eu en France l'équivalent de 6 mois d'actes antisémites de 2022. Pour vous donner une idée, c'est une multiplication quasiment par 30 du nombre d'actes antisémites enregistrés chaque jour dans les commissariats en France. C'est une réalité que nous anticipions, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un conflit entre le Hamas et Israël, un conflit au Proche-Orient, eh bien, il y a immédiatement des retombées antisémites en France. Alors certains disent des divisions, des tensions intercommunautaires. Non, ce sont bien des actes antisémites, c'est-à-dire des Français juifs qui sont ciblés au nom d'une identification dévoyée à la cause palestinienne. Ça a été le cas en 2014, où nous avions eu des synagogues attaquées à Paris ou à Sarcelles, par exemple, en marge de manifestations pro-palestiniennes. Et c'est aussi le cas cette fois-ci. C'est pas que en France. En Allemagne, on a eu une synagogue attaquée. On a eu aussi de nombreux signalements et des étoiles juives qui ont été remises sur des portes d'habitation qui rappellent de tristes souvenirs. Est-ce que c'est toute l'Europe qui va souffrir d'une nouvelle vague d'antisémitisme ? Malheureusement, c'est même pas que l'Europe. C'est le cas aussi aux États-Unis, une société qui s'est longtemps pensée préservée de l'antisémitisme. Vous parliez de l'Allemagne, c'est un pays qui pensait, compte tenu de son histoire, qu'il était vacciné contre ce fléau. Eh bien non, on voit au fond renaître de l'antisémitisme en Allemagne, avec des procédés, vous l'avez indiqué, des étoiles de David posées sur les portes de juifs à Berlin, avec des manifestations monstres qui ressemblent plus aux rues de Damas ou du Caire qu'aux rues de Berlin, avec de la même manière aux États-Unis, sur les campus américains, UCLA, Harvard, des scènes qui nous paraissent complètement édifiante, vu la violence des discours qui sont prononcés. Donc c'est un phénomène aujourd'hui qui touche l'ensemble du monde occidental. On a l'impression qu'il y a fondamentalement une perte de repères, qu'on n'est plus capable de distinguer, j'allais dire, le bien du mal, de distinguer ce qui, dans la séquence que nous avons vécue, et à quel sens à chaque chose. Un acte terroriste comme celui commis par le Hamas, eh bien, c'est un acte de barbarie, c'est un acte qui renvoie, pour les Juifs, à une résonance dans l'histoire, évidemment, les images des pogroms, bien sûr. Tout ça a un sens particulier. On ne peut pas mettre ça, et aucunement sur le même plan, que des dommages collatéraux à Gaza dans la riposte israélienne nécessaire pour demain faire tomber le Hamas. Mais c'est-à-dire que oui, quand on lit évidemment les exactions qui ont été faites par le Hamas, il n'y a pas de doute sur le caractère terroriste de ces actes, même si certains parlent d'actes de guerre, puisqu'il est question d'une guerre aussi. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura un jour une résolution de ce conflit ? Parce que on est en train de fêter ou de célébrer la disparition de Raymond Aron, qui est un grand penseur, qui a parlé de l'accompagnement, de la création d'État d'Israël, etc., qui disait à l'époque, dans les années 60, que les Juifs, qu'ils vivent en Israël ou ailleurs, ils sont condamnés à vivre dangereusement. Est-ce que ça, c'est une condamnation éternelle, ou est-ce qu'un jour, enfin, on aura la paix ? Mais vous avez parfaitement raison de citer Raymond Aron, qui a vu juste avec cette phrase. En fait, ce qu'il a identifié, c'est qu'à un moment donné, la condition des Juifs en diaspora finit toujours par rattraper le peuple juif. Il y a d'une certaine manière une condition liée aux persécutions qui rattrape les Juifs. Et la parenthèse que nous avions connue avec l'idée que l'État d'Israël, d'une certaine manière, protégeait les Juifs, où qu'ils soient, qu'ils veuillent y vivre ou non, qu'ils s'y projettent ou non, eh bien ça s'est effondré le 7 octobre avec les attaques du Hamas. Il y a donc un sentiment de précarité, d'insécurité qui a traversé chacun des Juifs dans le monde entier, indépendamment évidemment de son lien à l'État d'Israël en tant que tel. Donc on vit avec ça. On a dans l'histoire juive
l'expérience de la confrontation à ces moments-là, mais ce sont des moments qui sont extrêmement douloureux et on est sensible dans ces moments-là à tous les gestes de solidarité, à tous les mots de fraternité qui nous sont adressés. Et il y en a eu beaucoup dans la société française, mais il y a aussi beaucoup de gens que je n'ai pas entendus, que j'aurais aimé entendre dans ces périodes-là. Ce que disaient certains animateurs de télé ou membres en disant des personnalités n'ont pas pris la parole, c'était un choix aussi. Il faut rappeler que c'est Elisabeth Borne, la première ministre, le disait, que 24 Français ont été tués lors de l'attaque meurtrière du Hamas et qu'il y a aujourd'hui 7 disparus et sans doute beaucoup d'autres retenus en otage. Donc c'est le monde entier qui a été touché d'une certaine façon. Vous parliez de la diaspora. C'est ce problème-là. Aujourd'hui, la communauté juive en France, est-ce qu'elle se sent protégée par les pouvoirs publics ou est-ce qu'il y a quand même une peur de trou dans la raquette ou de déclarations qui ne seraient pas à la hauteur de ce qui est sur le terrain? Alors oui, elles se sont évidemment protégées par les pouvoirs publics parce qu'il y a au ministère de l'Intérieur chez Gérald Darmanin et puis plus largement au sein de l'ensemble de l'exécutif une conscience forte du fait que l'antisémitisme sur cette séquence-là est un marqueur d'un trouble profond de la société française, que la cause palestinienne est instrumentalisée et dévoyée pour s'attaquer aux Juifs et qu'il faut d'une certaine manière protéger le plus possible la vie juive de ces menaces-là. Mais en même temps, ce que je constate, c'est que malheureusement, ça n'empêche pas la peur, ça n'empêche pas l'anxiété dans la communauté juive. Je peux vous dire que des parents qui déposent leurs enfants à l'école juive le matin, la boule au ventre, bien, c'est des scènes qui ne sont pas acceptables. En République, on doit pouvoir vivre sa vie culturelle, religieuse, de manière naturelle, simple, sans avoir à s'inquiéter pour les enfants qu'on dépose le matin à l'école, sans avoir à se soucier quand on rentre dans une synagogue, de s'assurer qu'il y a bien devant, à un moment donné, un fonctionnaire de police pour la protéger. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que voulait faire le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, d'interdire systématiquement les manifestations pro-palestiniennes, ce qui a été rejeté par le Conseil d'État? Hier, il y avait une grande manifestation place de la République. Vous faites bien la différence d'ailleurs entre la cause palestinienne et ce que a fait le Hamas. Est-ce que pour vous c'était une solution d'interdire ou est-ce qu'en démocratie on ne doit pas interdire et la cause palestinienne doit être entendue également? Les interdictions, quand elles sont prononcées, c'est pas qu'elles sont une bonne chose, c'est qu'elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour éviter des débordements en marge de ces manifestations, parce qu'on sait l'effet que génèrent ces manifestations, l'incitation à la violence qu'elles peuvent provoquer. Vous savez, dans la manifestation d'hier, on a entendu des cris comme Israël assassin, Macron complice. On a vu des panneaux indiquant Gaza égale Auschwitz. Ça ne vise qu'à une seule chose, à étouffer la responsabilité du Hamas dans des actes terroristes. C'est une forme de légitimation du terrorisme qui est en train de se passer publiquement dans les rues françaises. C'est une menace pour les Français juifs, mais c'est une menace pour l'ensemble de l'ordre républicain, parce que il ne faut pas que chacun pense que ça ne va toucher, entre guillemets, que les juifs. Quand ce type de dynamique-là se met en place, c'est une dynamique qui est dangereuse pour tout l'édifice, pour chacun des Français. On l'a vu malheureusement à Arras avec cet enseignant, Dominique Bernard, à qui je veux rendre hommage, qui a été victime aussi d'une certaine manière de cette dynamique-là, parce que c'est l'appel au djihad mondial du Hamas pour ce vendredi en question qui a sans doute armé idéologiquement l'assassin. Ce djihad, c'est un vrai problème. Ces appels sont parfois suivis des faits, malheureusement. Là, le Hamas promet des jours de colère à répétition contre Israël, mais aussi contre les Européens. Est-ce que dans la part des actes antisémites, des menaces terroristes, les réseaux sociaux jouent maintenant un rôle clé? On l'a vu dans la diffusion notamment de la propagande de l'État islamique. Est-ce que là, il y a un vrai souci qui est nouveau, qui n'était pas là auparavant? Vous savez, dans les années 90, il n'y avait pas les réseaux sociaux. La situation au Proche-Orient était plus calme et on avait quelques dizaines d'actes antisémites par an. On a maintenant plusieurs centaines sur quelques semaines ces jours-ci. Donc on est dans une dynamique qui a radicalement changé. Alors bien sûr, il y a l'explication liée à la situation au Proche-Orient, mais il y a aussi un catalyseur de haine que sont les réseaux sociaux. Il y a de la radicalisation en ligne qui se passe. Il y a aussi l'idée qu'il y a un effet de mimétisme. Quand on voit circuler les images d'un graffiti antisémite, d'une agression antisémite, ou au Proche-Orient de juifs massacrés, exécutés, eh bien, il y a des gens pour qui ça libère un tabou, qui se disent qu'après tout, c'est le moment pour eux aussi de passer à l'acte. Donc cette dynamique-là, elle est amplifiée par les réseaux sociaux.
nous sommes en discussion avec les plateformes et je considère qu'elles ont une lourde responsabilité dans le fait de mettre énormément de moyens sur la modération des contenus. On ne peut pas accepter que ce qui est en ligne soit hors la loi. La loi doit s'appliquer de la même manière en ligne et en dehors. Mais il y a ce cas emblématique de ce footballeur, alors pas Karim Benzema, mais là c'est Youssef Attal à Nice, qui lui avait retweeté carrément un appel au meurtre, je crois, d'un prédicateur via son compte Instagram. C'est ce type en fait d'outil qui va rendre les choses dangereuses, difficiles, parce que certains vont relayer des choses sans même se rendre compte de ce qu'ils relaient. Oui, d'autant plus quand ces acteurs-là ont des communautés qui les suivent extrêmement importantes, de centaines de milliers, voire de millions de followers. Ils ont une responsabilité sur les épaules avec leurs paroles. Quand ils relaient des appels au meurtre, qu'est-ce que ça génère derrière ? Ça génère des passages à l'acte violent. C'est ça que ça génère. Vous savez, pour notamment les jeunes qui sont dans un environnement où la violence est peut-être plus quotidienne, plus naturelle, elle s'exerce ou en tout cas émerge plus souvent, eh bien, c'est pas forcément facile en ce moment d'être juif. On est renvoyé à la question du Proche-Orient et il y a une forme de propagande du Hamas qui gagne beaucoup d'esprit. Alors bien sûr, les gens sont pas tous ouvertement pro-Hamas, évidemment, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils légitiment ou ils cautionnent les actes en considérant que ce serait quelque part un équivalent aux positions de l'État d'Israël. Or, on ne met pas sur le même plan un régime terroriste islamiste d'un côté, et puis de l'autre côté, une démocratie, comme l'État d'Israël. Et dont la doctrine, il faut rappeler quand même qu'un des objectifs du Hamas, c'est la disparition de l'État d'Israël. Vous avez encore des gens qui militent pour la disparition de l'État d'Israël. Bien sûr. Important de le rappeler. Le Hamas souhaite une seule chose, c'est expulser tous les juifs présents entre la mer et la Méditerranée et le Jourdain, c'est-à-dire la suppression de l'État d'Israël. Mais il va plus loin. Sa charte est aussi pour considérer que les juifs, où qu'ils soient dans le monde, sont une cible. On est face à un mouvement terroriste totalitaire qui a un projet vis-à-vis des juifs qui est un projet génocidaire, il faut le dire. Alors, ses moyens sont limités pour l'instant à la bande de Gaza, mais s'il avait davantage de moyens, il aurait pesé plus lourdement. Pour vous donner une idée, c'est comme si on avait laissé l'État islamique prospérer 15 ans là où il était. Regardez ce que l'État islamique avait fait en 2 ou 3 ans. Le Hamas, ça fait 15 ans qu'ils sont au pouvoir à Gaza. Ils ont un proto-État. Donc on n'est pas dans un mouvement terroriste simplement sous-jacent. Voilà, on est face à un proto-État terroriste, islamiste, qui utilise tous les moyens dont dispose une structure de ce type pour exercer sa violence et ses exactions. Mais que faire ? Alors là, la diplomatie a quand même un rôle à jouer, puisqu'on sait qu'un des grands responsables du Hamas est à Doha, au Qatar, protégé par les autorités qataries. Le Qatar n'est pas un ennemi de la France, on fait des affaires avec le Qatar. Comment ça se fait qu'on arrive à cette situation ubuesque finalement, où on va d'un côté accuser les combattants du Hamas et de l'autre côté ne rien dire pour les responsables du Hamas qui sont protégés par le Qatar ? Vous savez, on fait malheureusement des affaires avec beaucoup de gens qu'on ne devrait pas forcément fréquenter ou avec qui on devrait avoir des exigences. Je pense que les sociétés démocratiques ont une responsabilité, c'est de remettre au cœur de la diplomatie internationale la question des valeurs. Et la question des valeurs démocratiques en priorité. Donc la France, elle a des relations privilégiées avec le Qatar, elle a des relations privilégiées avec la Turquie, avec l'Égypte, qui peuvent servir d'intermédiaires pour peser sur le Hamas. Il faut aujourd'hui que nous fassions de la libération des otages une priorité diplomatique en France. Il y a des otages français. On a toujours insisté pour libérer tous les otages français de par le monde. Je suis convaincu que la France le fera aussi dans ce dossier. Il faut qu'elle le fasse vite et qu'elle le fasse fermement, en n'abandonnant pas le soutien à la démocratie et donc le soutien à l'État d'Israël dans cette séquence qui est une démocratie attaquée. Il y a 3500 Français qui vont être rapatriés aussi d'Israël. Pendant des années, Israël a été vu comme un havre de paix ou de protection pour la communauté juive qui partait justement là-bas après avoir vécu toute une vie dans certains pays. Est-ce qu'aujourd'hui, cette attaque du Hamas va changer la donne ? Est-ce que la faillite de la protection du peuple juif a changé la vision que les Juifs pouvaient avoir de l'État d'Israël ? Ce qui est certain, c'est que le 7 octobre 2023 fera césure pour le monde juif dans la relation entre Israël et la diaspora, comme la guerre des 6 jours a pu faire césure. Quels seront les changements ? C'est trop tôt pour le dire. Il y a effectivement des Français juifs qui s'étaient établis en Israël, qui pourraient demain considérer que finalement
c'est une vie trop dangereuse et revenir en France. Il peut y avoir aussi des personnes qui se disent que la ligne de front aujourd'hui pour les valeurs démocratiques et pour le peuple juif, elle est en Israël face aux terroristes du Hamas et d'autres. Faut penser à l'Iran et au Hezbollah aussi, et vouloir prendre leur part dans ce combat-là. C'est des dynamiques qui sont difficiles à évaluer pour l'instant, mais effectivement, c'est un événement qui fera date dans la conscience juive. Et je suis sûr que ce qui se passe en ce moment sera étudié plus tard, et que chacun des mots, chacune des positions de nos hommes et femmes politiques dans ces moments-là est important, parce qu'ils resteront aussi pour l'histoire. Merci beaucoup, Yonatan Arfi, d'avoir parlé au micro de Sud Radio.